Bienvenue chers téléspectateurs dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire autour du monde édition Europe. Comme vous connaissez cette édition, jette la lumière sur les dernières évolutions ainsi que sur les derniers développements qui ont pris place sur la scène politique mais aussi sur la scène économique de l'Europe. Et bien sûr les élections italiennes ainsi que la prochaine démission du pape et enfin l'espoir de relancer les négociations d'adhésion à l'Union européenne avec la Turquie reste parmi les principaux titres de cette édition. Et nous allons commencer notre tournée européenne par l'Italie qui s'est enfoncée dans une impasse à l'issue de ces élections législatives tenues lundi dernier avec une chambre des députés à gauche et un Sénat sans majorité. Marqué par la percée de l'ex-humoriste Beppe Grillo, ces résultats n'ont pas manqué d'inquiéter les partenaires de la troisième économie de la zone euro. Le chef de la coalition de gauche italienne, Pierre Leghi Bersani, s'est dit conscient du caractère dramatique de la situation et des risques encourus par le pays. Mardi, a exigé de Beppe Grillo qu'il dise ce qu'il veut pour le pays. La coalition de M. Bersani a remporté le plus de voix dans les deux chambres du Parlement, mais elle n'obtient une majorité de sièges qu'à la Chambre des députés. Au Sénat, en vertu des règles électorales différentes, c'est la droite qui empocherait le plus de sièges. Aucune majorité claire ni s'y dégage, même en cas d'une hypothétique alliance entre la gauche et le centre du chef du gouvernement, sortant M. Mario Monti. Après sa démission jeudi, Benoît XVI se fera appeler sa sainteté Benoît XVI, pape émérite ou sa sainteté Benoît XVI, pontife romain émérite. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de Saint-Siège, le père Federico Lombardi. Le porte-parole a indiqué que lorsqu'il ne serait plus pape, Benoît XVI porterait une tenue blanche toute simple, différente de celle des papes. Sans cérémonie, le pape doit mettre fin à ses fonctions jeudi à 20h, après avoir salué les cardinaux présents à Rome dans la matinée. Il se rendra en hélicoptère à 17h à Castel Gandolfo, à 25 km au sud de Rome, pour habiter 2 mois dans la résidence d'été des papes. Après la France, l'Allemagne s'apprête à son tour à faire un geste en direction de la Turquie. En visite à Ankara, la chancelière allemande, Mme Angela Merkel, a indiqué qu'elle soutenait les négociations avec l'Union européenne en vue d'une adhésion. Angela Merkel a toutefois souligné que le processus ne devait pas forcément déboucher sur un statut de membre à part entière et poser des conditions, en particulier le règlement des différends avec Chypre. Malgré tout, pour la presse européenne, les déclarations d'Angela Merkel, de plus en plus isolée dans son opposition à l'adhésion de la Turquie comme membre à part entière, renforcent l'espoir que le processus puisse repartir. Dans un message vidéo diffusé samedi, la chancelière allemande a affirmé que ces négociations avaient un peu piétiné ces derniers temps et qu'elle était favorable à l'ouverture d'un nouveau chapitre dans ces négociations afin que les négociations aient pu un peu avancer. Passons au Chypre où le candidat de droite, M. Nikos Anastasiades, a été élu dimanche 24 février président de Chypre, pays au bord de la faillite avec 57,5% de suffrages au second tour. Sa victoire a été officialisée quelques minutes après qu'il a revendiqué la victoire au début de soirée. Avocat pro-européen de 66 ans, et vétéran de la vie politique chypriote, M. Anastasiades était opposé à M. Stavros Malas, un indépendant soutenu par les communistes dominants du gouvernement sortant et sera désormais chargé de finaliser un plan pour l'île. Un plan de sauvetage, bien sûr, international crucial pour l'île. L'annonce de l'élection a été saluée par des klaxons dans Nicosie. Une foule était rassemblée devant les locaux du parti d'Isis droite que M. Anastasiades préside depuis 1997. Et le président français François Hollande se rend aujourd'hui en Russie. Objectif, remettre sur les rails, en dépit des divergences, une coopération forte et stable entre les deux pays. Depuis l'élection de François Hollande, la relation privilégiée entre l'Élysée et le Kremlin, qui existait pendant les présidences Chirac et Sarkozy, s'était fortement dégradée. Après un premier contact glacial en juin dernier entre le président français et son homologue russe, qui s'était terminé par un constat de désaccord sur la Syrie, les deux pays avaient multiplié à l'envi
les gestes inamicaux, soutien affiché du ministre français au Pussy Riot, refus du préfet de Paris de construire le centre culturel et religieux de Quai Branly, réticence de Paris quant au transfert de technologies sur le porte-avions de classe Mistral, affaire Depardieu et encore. Et autre plutôt, et reste que ces agacements n'ont pas empêché une croissance significative des échanges qui avaient atteint l'an dernier 9 milliards d'euros. À Moscou, au cours de ses entretiens avec Vladimir Poutine, le président Hollande doit aborder la coopération bilatérale mais mettra l'accent sur les grands dossiers internationaux, à savoir la Syrie, l'Iran, le conflit israélo-palestinien et le Mali. L'agence de notation Moody's a privé vendredi la Grande-Bretagne de son triple A et a baissé d'un cran la note de la dette du pays à double A+1 en raison de la faiblesse de ses perspectives de croissance. Plus d'explications avec Dalia Karam. L'agence d'évaluation financière Moody's a dégradé ce vendredi la note de la Grande-Bretagne en abaissant sa note à AA1. Cette dégradation est en partie due à des perspectives de croissance faibles. Moody's s'inquiète du niveau de la dette publique britannique. Selon le Fonds monétaire international, le FMI, elle devrait se creuser en 2013 pour atteindre 93,3% du PIB. Et selon Moody's, elle ne devrait pas s'inverser avant 2016. La décision de Moody's intervient tout juste un an après qu'elle eut envoyé un premier avertissement au gouvernement. Dans un communiqué, l'agence américaine évoque notamment la faiblesse continue des perspectives à moyen terme de la Grande-Bretagne et dit s'attendre à ce que l'activité économique atteinte du pays s'étende à la deuxième moitié de la décennie. L'économie britannique a fait un premier pas vers une nouvelle récession en accusant une contraction de 0,3% au quatrième trimestre 2012 alors qu'elle était sortie l'été dernier de sa deuxième récession depuis les débuts de la crise. Moody's a également évoqué les défis auxquels le pays fait face en termes d'assainissement budgétaire, alors que ses capacités d'absorption des chocs économiques se sont affaiblies. Dans le même temps, l'agence a également indiqué avoir retiré son triple A à la dette émise par la Banque d'Angleterre, dont la note a elle aussi été abaissée d'un cran. Moody's, qui a relevé à la perspective du pays de négative à stable, insiste toutefois sur la solidité de l'économie britannique hautement compétitive et bien diversifiée. Le ministre britannique des Finances, George Osborne, a réagi rapidement en indiquant que la décision de Moody's était un appel fort à poursuivre la réduction de la dette massive du pays. Selon les analystes, la décision de Moody's met le gouvernement britannique dans l'embarras, mais elle ne devrait avoir qu'un effet limité sur l'économie du pays. Londres peut toutefois s'attendre à subir le feu des deux autres grandes agences de notation mi-décembre. Standard & Poor's avait annoncé qu'elle envisageait de priver le Royaume-Uni de son triple A et Fitch juge négative la perspective du pays.